BFM Business, BFM Crypto, émission spéciale l'année crypto, Sandra Gondouin. Émission spéciale l'année crypto. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va parler de cette année 2025 incroyable. Quelle année on a vécu sur ce plateau dans le secteur pour cette fin d'année sur BFM Business. On va revenir sur une année charnière dans le monde des cryptos, adoption, réglementation, transformation du secteur. Mes experts vont vous dire ce qui les a le plus marqués au cours des 12 derniers mois. Sur ce plateau pour cette fin d'année, j'accueille Hubert de Vauplan, associé chez Morgan Lewis. Bonjour Hubert. Bonsoir Sandra. Ravi de vous avoir en cette fin d'année pour parler de l'année 2025. Alexandre Stashchenko, directeur de la stratégie chez Bitstack. Est-ce qu'on pouvait réellement faire une année sur une émission sur cette année crypto sans vous, Alexandre? Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et à vos côtés, même chose, j'ai la même remarque. Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale. Ravi de vous avoir également. On revient sur l'année 2025. Le best of crypto, c'est parti. D'abord, pour commencer, un petit tour de table. J'ai envie de vous demander les impressions que cette année 2025 vous a laissées à tout niveau, de façon générale. Hubert de Vauplan, je commence par vous. Merci Sandra. Ce serait presque une palissade, mais j'allais dire une année charnière. Charnière, on n'en parlera pas forcément, mais sur l'évolution des cours. Charnière sur l'institutionnalisation du marché, le Genius Act, l'entrée en vigueur de MiCA. Charnière pour les stablecoins, dont on ne parlait pas il y a un an ou quasiment pas. Donc c'est un peu une palissade et c'est un peu une porte ouverte de parler d'année charnière, mais je crois que c'est la bonne image et je pense qu'on va développer un peu tout ça. Oui, tout à fait. Alexandre, votre sentiment? Hubert m'a volé mon terme. Effectivement, j'utiliserai le même. Alors, je rajouterais peut-être que quand on l'analysera dans quelques années, je pense qu'on l'analysera comme un tout avec l'année 2024. Parce que je pense que le mouvement a littéralement commencé plus tôt en 2024, que le boulet de canon, ça a été les fameux ETF aux États-Unis, et que dans le sillage de ces ETF, l'élection de Trump, ensuite s'est amorcée l'année 2025, mais dont beaucoup de mouvements sont en fait le résultat de choses qui ont commencé en 2024. Mais effectivement, d'un point de vue du résultat et du visuel et du concret, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Hubert, mais entre la guerre monétaire, les stablecoins, la réglementation, les institutionnels, la géopolitique, les fonds souverains qui s'y mettent, etc., on a quand même eu notre lot de news importantes cette année. Grégory. Il ne me reste plus que quelques miettes, mais je suis d'accord avec mes collègues, mais moi je conclurai aussi en disant qu'il y a une certaine politisation du secteur qu'on aperçoit aujourd'hui. En fait, la plupart des pays sont en train de se poser la question, est-ce qu'il faut miner, est-ce qu'il faut détenir du Bitcoin en réserve? On voit le sujet de plus en plus. En France, il y a de plus en plus de partis qui en parlent. Je pense que ça va s'accélérer encore dans les années à venir. Mais pour moi, c'est vraiment le point de départ d'une politisation en 2025. Avant d'entrer dans les détails, est-ce qu'on a changé aussi de façon de parler des crypto-monnaies? Avant, on parlait des crypto-monnaies. Je sais que j'ai un maximaliste sur ce plateau, mais c'est vrai qu'il y a Bitcoin et il y a le reste des cryptos d'un côté. Est-ce qu'on garde finalement cette différence, cette catégorisation ou est-ce qu'une nouvelle page aussi de cette sémantique est en train de s'écrire, Hubert? Encore une fois, on ne parlait pas de stablecoin il y a un an. Ça en fait partie. Je me demande d'ailleurs si les stablecoins n'ont pas volé la vedette à Bitcoin. Alors, quelque part, l'évolution des cours du marché fait que le Bitcoin est aussi revenu sur le devant de la scène. Mais si on met à part ce côté-là, je pense que ça a été aussi l'occasion cette année de voir que c'est pas un tout, c'est pas une masse, c'est pas un paquet global. Les cryptos, c'est, comme on a souvent l'occasion de le dire dans ce plateau, en fait, il faut bien regarder de quoi on parle. Le Bitcoin, c'est pas du stablecoin, c'est pas de l'Ether, c'est pas autre chose. Donc, en fait, c'est une nécessité à chaque fois de porter le discours de manière précise et pas mettre tout ceci dans le panier Bitcoin ou crypto ou autre. Alexandre? Je dirais que l'année avait bien commencé. Ensuite, elle s'est un peu compliquée avec les premiers mois de Trump. Et ensuite, si on doit en retirer la substantifique moelle en fin d'année, oui, je pense qu'on a ce côté charnière qu'on vient de mentionner, également sur cette distinction Bitcoin versus le reste. Et dans le reste, une distinction effectivement entre notamment stablecoin et encore tout le reste. Pourquoi je dis mal commencé? Parce qu'à partir du moment où il y a eu l'élection de Trump, il y a eu plusieurs espoirs qui ont été nourris sur son interdiction d'une MNBC aux États-Unis, sur la réserve stratégique, etc. Mais il y a eu la sortie de route. C'était au bout de quelques semaines, finalement, ça va être une réserve crypto. Finalement, on va lancer une réserve avec du Solana, on va distribuer un petit peu peut-être à des amis, etc. Donc ça commençait à être extrêmement louche.
et j'avais pas manqué d'ailleurs de le mentionner à l'époque. Oui. Et puis, je pense que lui-même a senti que cette sortie de route commençait à le desservir et qu'il fallait revenir sur quelque chose de plus consensuel, et donc revenir sur Bitcoin, aller vers un enjeu autour du dollar et des stablecoins comme deuxième jambe. Lui-même a commencé à le préciser d'ailleurs autour de l'été, en disant que Bitcoin, c'était une jambe pour sa politique d'avoir une crédibilité sur cette nouvelle actif de réserve, etc. Que les stablecoins étaient une autre jambe, finalement, dont il était très content que ça serve de relais à la demande pour la dette américaine, etc. Donc en fait, quand on dézoome, je pense que c'est une année où, en mettant les pieds dans le plat, Trump a mis comme un sérieux sujet, le sujet de la monnaie, en fait, tout simplement, où dans les années précédentes, c'était soit un sujet considéré comme embêtant, soit un sujet trop complexe d'experts. Et en fait, à partir du moment où lui voulait faire sa guerre monétaire pour mieux exporter, pour servir l'industrie américaine, la monnaie revient sur le devant de la scène, donc les stablecoins, donc Bitcoin comme concurrent. Et en fin d'année, on constate quand même que, on va dire, le tamis a fait son effet, et on ne parle plus tant que ça, finalement, des NFT, Solana, machin, qui restent dans le paysage, mais qui ne sont pas aussi sérieux sur le devant de la scène au niveau politique. Grégory, vous l'avez senti aussi chez The Big Whale? Oui. Et vous remarquerez que en fait, c'est déjà presque une victoire qu'on se demande Bitcoin ou crypto. En fait, on ne parle plus de Web3, qui est un terme qui est apparu en fait autour de 2022, et en fait c'était très pratique Web3 parce que ça nous permettait d'éviter de parler de crypto, parce que crypto et même Bitcoin c'était devenu toxique, il y avait eu la faillite de FTX, donc en fait on avait utilisé un terme marketing pour parler de cet écosystème, alors qu'on parle quand même de crypto asset. Donc crypto, c'est très important, c'est la cryptographie, et aujourd'hui ce terme s'est vraiment imposé, et moi je trouve que c'est une victoire. Premier sujet sur lequel vous trouvez que vraiment les choses ont évolué, Alexandre, c'est l'évolution du traitement politique de Bitcoin, Ouais. notamment en France. Tout à Et fait. vous en avez fait l'expérience d'ailleurs. Tout à fait. Alors plutôt avec mon autre casquette, président de l'Institut national de Bitcoin, qu'on a aussi lancé en début d'année. Donc on a accompagné ce mouvement tout au long de l'année. Mais je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à l'année dernière, le sujet Bitcoin était un risque net, entre guillemets, pour les politiques. C'est-à-dire, si j'en parle, je perds des voix. Donc ce n'est pas intéressant pour moi d'en parler. On a un petit pays comme le Salvador qui en a fait, certes, une réserve, une monnaie légale, mais c'est pas sérieux, entre guillemets, pour reprendre les mots d'un ancien ministre français. À partir du moment où Trump en parle, non seulement en parle, mais de façon non négligeable, je ne vais pas jusqu'à dire que c'était un sujet prioritaire de sa campagne, c'est pas vrai, mais ce n'est pas négligeable, qu'il gagne, qu'il, entre guillemets, tient ses promesses jusqu'à un certain point, et qu'il met ce pavé dans la mare, en fait, la plupart des partis, et en commençant par ceux qui se sentent proches de Trump, se sont dit, mais en fait, la donne a changé. Maintenant, il faut que j'en parle si je veux gagner. Donc, on a commencé l'année avec notamment Sarah Knafo, qui avait suivi la campagne de Trump aux États-Unis, qui a importé en France, au Parlement européen, il nous faut une réserve stratégique. Forcément, à partir du moment où Reconquête en parle, le RN n'a pas envie de faire l'impasse sur le sujet. À partir du moment où le RN en parle, LR n'a pas envie de faire l'impasse sur le sujet. À partir du moment où LR en parle, finalement, on a le dossier en plus Exaillon qui est venu un peu chambouler tout ça et permettre aussi à d'autres députés comme M. Latombe au Modem ou M. Tavel à LFI. Et ce qui fait que on est quand même passé d'un environnement dans lequel, fin 2024, parler de Bitcoin, c'est radioactif, à un environnement où, fin 2025, c'est encore une tonalité de droite, je dirais, voire d'extrême droite pour certains, mais en réalité, la quasi-totalité du spectre politique s'est maintenant positionnée sur le sujet. Donc effectivement, pour moi, c'est extrêmement important ce qui s'est passé en 2025. Il y a une progression majeure qui s'est opérée en l'espace de quelques mois entre voilà, c'est infréquentable à finalement la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut laisser une pépite d'EDF partir chez les Américains et pas miner en France? Et la question est sérieusement posée à l'Assemblée nationale par des questions gouvernement, au Sénat par des questions gouvernement, avec plusieurs députés qui se sont mis sur le sujet. Mais vous l'avez dit, ça vient aussi, c'est une des conséquences aussi du traitement de ce sujet au niveau politique aux États-Unis, dans Exactement. les autres pays, avec Donald Trump. Ça a rendu la chose sérieuse parce qu'on est passé du petit pays d'Amérique centrale à la première puissance mondiale. Ouais. Donc forcément, ça a crédibilisé un petit peu. Et ça a créé des espoirs. Il Grégory. y a une donnée intéressante que j'avais repérée pendant la campagne présidentielle lors de laquelle Donald Trump a été élu. En fait, dans la plupart des swing states, donc les États qui étaient encore indécis, on ne savait pas s'ils allaient voter républicain ou démocrate, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui sans appartenance politique, en fait, qui avaient des cryptos, et en tout cas qui s'attendaient à ce qu'il y ait en fait, des propositions de la part des candidats sur ces sujets-là. Et je crois que les équipes de Trump ont très bien fait leur travail en fait, pour profiler en fait, ce type d'électeurs. Et je pense que si Trump en a fait un point important dans son programme, c'est tout simplement parce qu'il a repéré que ça pouvait le faire gagner.
Donc au final, tout ce qu'on voit aujourd'hui en France, c'est qu'une reproduction. C'est très pragmatique et ils ont raison. On a vu les mêmes choses avec les techniques d'Obama en 2008. Rappelez-vous, ça a été reproduit en France. Voilà, finalement, c'est la même chose. Ce qu'il a fait gagner, c'est l'évocation des cryptos, c'est les perspectives qu'il donnait au Bitcoin, par exemple. Mais alors là, depuis quelques mois, quand on parle de Trump dans la crypto, c'est les stablecoins, c'est l'adoption du Genius Act. Et c'est vraiment un sujet dont on ne parlait pas avant, Hubert de Vauplane. Non, parce que, comme disait Alexandre, ce rapport à la monnaie, ça embêtait tout le monde, finalement. Les stablecoins étaient là, on les utilisait déjà, on les utilise toujours un peu de la même manière, mais le fait marquant, ça a été le Genius Act. C'est-à-dire que dans la politique de Trump, sa première réglementation en matière de crypto, c'est pas de réguler les acteurs des cryptos en général, c'est de permettre et de faciliter l'émission de stablecoins par des acteurs américains. C'est-à-dire, plutôt que de faire un MiCA, un règlement MiCA, qui est le règlement européen sur les cryptoactifs, qui vise aussi les stablecoins, mais qui globalement protège un peu comme d'autres règlements européens les acteurs des marchés financiers. Ici, c'est de dire, je ne vais pas directement attaquer ce segment réglementaire. Finalement, je m'intéresse à une loi pour faciliter l'émission des stablecoins afin de perdurer la dominance du dollar comme monnaie mondiale. Et j'aime à répéter, mais c'est toujours en répétant qu'on fait de la pédagogie, que le Genius Act a été adopté au Congrès par une majorité des 2/3, grosso modo. Donc c'est devenu à la fois les stablecoins et les cryptos un sujet politique, mais un sujet politique consensuel, relativement consensuel, nonobstant quelques petits sujets autour des mêmes coins, etc. Donc en Europe et en France, on n'a pas encore ce consensus. C'est devenu un sujet politique qui reste encore marqué, politiquement plutôt droite, voire extrême droite, mais on n'a pas encore ce consensus. Par contre, ce que l'on remarque, c'est que des acteurs apolitiques, même si c'est politique, se sont pris du sujet, qui est la Banque centrale de Luxembourg, la Banque centrale de Suisse, alors c'est pas en Europe, mais c'est pas loin, et qui aujourd'hui se disent le Bitcoin, il faut qu'on les intègre dans nos réserves. Peut-être de manière, on y reviendra, anecdotique. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus un sujet pour uniquement geek ou libertarien ou autre, c'est devenu un vrai sujet de politique monétaire. Et je crois que c'est un mot qu'on n'a pas encore employé, puisqu'on a parlé d'année charnière, mais on pourrait regrouper tous nos sujets autour de savoir dans quelle mesure les cryptos, et en particulier les stablecoins, posent un problème pour la politique monétaire, qu'elle soit américaine, qu'elle soit européenne ou autre, etc. Et c'est ça qui est venu perturber au sens étymologique du mot, finalement, l'année sur quel rôle pour les stablecoins dans la politique monétaire. Et quel rôle vont suivre effectivement les continents, enfin quelle stratégie vont suivre les continents. C'est là qu'on a vu la distinction et l'énorme fossé entre ce que font les États-Unis avec les stablecoins et ce que fait l'Europe, Grégory. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que ça serait intéressant qu'on donne quelques chiffres. Là, aujourd'hui, tous les stablecoins qui ont été émis sur la planète, ça pèse à peu près 300 milliards de dollars. Je vous dis le chiffre comme ça veut à peu près rien dire. Mais la masse monétaire mondiale, donc la monnaie fiat traditionnelle, c'est environ 80 fois plus. Donc on est encore sur quelque chose de petit, mais d'ici les 3 à 4 ans à venir, ça pourrait être déjà multiplié par 3 ou 4, selon la plupart des études de référence. Donc on est sur quelque chose qui augmente. Mais pour répondre à votre question, Sandra, les stablecoins dollars, ça pèse 99,8% du secteur. Les stablecoins euros, c'est 0,2%. Ça pèse 500 millions. C'est absolument rien. C'est vraiment dommage. Mais après, on peut se demander pourquoi. Je pense que tout simplement, c'est que la monnaie de la finance, c'est le dollar. Ça ne va pas changer. Et surtout, on n'a pas encore développé des vrais services qui nécessiterait des stablecoins euros dans les paiements du quotidien. Mais je reste quand même confiant à l'avenir. Ça devrait arriver, pourquoi pas en 2026. Mais la réponse de l'Europe, jusqu'à maintenant, c'est l'euro numérique. Oui, il y a encore ce débat-là en France qui a été tranché, enfin en Europe, mais qui a été tranché aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y aura pas de monnaie numérique de banque centrale. C'est le secteur privé qui va s'en occuper. En Europe, disons que on prend la direction de l'euro numérique, mais on a quand même envie d'une couche privée. Donc en fait, on n'a pas vraiment choisi, même si la Banque Centrale Européenne a donné une direction. Et je pense que c'est ce flou qui est entretenu qui fait que, en fait, on a un peu du mal à développer des initiatives, notamment les initiatives privées
Et c'est un énorme problème car les États-Unis sont très pragmatiques, ils vont très très vite. Pour autant, on en a parlé dans des émissions cette année avec vous, Hubert de Vauplane. Ce qui vous intéresse vous, dans l'euro numérique, c'est l'euro numérique de gros. Et ça, c'est un projet intéressant. Oui, parce que c'est celui dans lequel il y a consensus finalement. Alors, on aime bien parler des sujets qui font débat et peu de sujets qui font consensus. Celui-là, il fait consensus. Donc l'euro numérique de gros, on le définit souvent négativement, en un terme savant de manière apophatique, comme un euro numérique qui n'est pas de détail. C'est-à-dire pas celui qui permet de payer sa baguette de pain, etc. Celui qui sert à faire les paiements dans les systèmes financiers. Donc c'est un euro numérique pour les systèmes financiers. Et cet euro numérique de gros, finalement, aujourd'hui, il y a une sorte de bascule qui s'est opérée justement en juillet de cette année, lorsque la Banque Centrale Européenne a annoncé un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est qu'elle allait créer un pont avec un projet qui s'appelle Pontes, voilà, entre le monde de la finance numérique et le monde du règlement de livraison traditionnel via les systèmes de règlement de livraison traditionnels. Autrement dit, en attendant de disposer d'un système totalement, comme on dit, atomique, c'est-à-dire d'un système de règlement de livraison où il y a simultanéité des achats et des ventes sur des actifs numérisés, que ce soit l'actif financier ou que ce soit la monnaie, la Banque centrale développe, avec les autres banques centrales de l'eurosystème, des protocoles qui permettent de faire ce pont. Et puis, vous avez un autre projet qui s'appelle Appia, donc on est vraiment dans le monde latin, là, donc la route, la voie, et qui est cette fois-ci de dire, nous allons aussi, Banque centrale, nous lancer finalement dans un monde de la DLT, dans le monde de la finance décentralisée, ou plus exactement des systèmes et des protocoles décentralisés pour les besoins de la Banque centrale. Donc c'est l'étape 2, c'est la deuxième étage de la fusée, qui est beaucoup plus ambitieuse ici. Et là, les banques centrales qui travaillent avec la Banque centrale européenne qui sont le plus en avance, c'est la Banca d'Italia, c'est donc en Italie, la Bundesbank en Allemagne, et puis bien sûr la Banque de France, qui sont les 3 banques les plus avancées sur ce système. Et en France, on n'a pas attendu, j'allais dire, ces 2 propositions pour avoir un projet, vous allez rire, on parle du latin maintenant au grec, qui s'appelle Pythagore, qui est un projet de la Banque de France pour permettre l'utilisation sous une forme numérique du marché des titres court terme, de dette court terme. Je ne rentre pas dans le détail, mais grosso modo, c'est de numériser les titres du marché no market en actifs digitaux. C'est quand même un marché de 300 milliards d'actifs. Et ça, c'est du concret, c'est-à-dire c'est un marché qui se tokenise aujourd'hui et pour lequel les transactions peuvent déjà servir comme on appelle, collatéral dans le système de refinancement des banques, etc. Donc, on n'en parle absolument pas, mais en fait, ça avance. Ça avance et ça va se faire. Beaucoup plus vite que l'euro de détail qui souffre de problèmes politiques, machin, etc., etc. Donc, là-dessus, l'Europe, je ne dis pas qu'elle est en avance, mais en tous les cas, elle prend sérieusement en question son devenir, parce que le risque, sinon, c'est de voir des stablecoins dollars être utilisés comme actifs de règlement de livraison dans les infrastructures de marché. Le calendrier, on le rappelle, Grégory, pour gros et détail, c'est pas la même chose, c'est pas le même calendrier. Alors l'euro numérique de gros, Hubert répondra certainement mieux que moi à cette question-là, mais donc il n'y a pas besoin d'une décision politique en fait, donc ça va se faire, il y a pas de ça se fait tout seul. Ouais, tandis que l'euro numérique de détail, en fait, c'est sous présidence danoise de l'Union européenne, donc il doit s'achever le 31 décembre, que normalement il doit y avoir une décision qui doit être prise si on y va ou pas. La Banque centrale européenne en a très envie. Christine Lagarde a un peu envie de laisser cette œuvre-là derrière elle. Mario Draghi a eu le Whatever It Takes en 2011 ou 2012. Je ne me souviens plus, mais Christine Lagarde aura peut-être son euro numérique. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est qu'au niveau local, pas toutes les banques centrales sont d'accord. La Banque de France, bien sûr, elle va suivre le mouvement, mais elle n'y tient pas forcément à ce projet qui en fait, est quand même assez électrique dans toutes les discussions qu'il engendre. Il y a beaucoup de personnes qui se soucient en fait de la vie privée qu'il pourrait y avoir, parce que dans une optique où il pourrait y avoir la disparition du cash, même si les deux devraient cohabiter, il pourrait y avoir des problèmes sur la vie privée. Vous n'avez pas forcément envie qu'on sache tout ce que vous faites, même à partir de 1 euro. Donc il y a des sujets comme ça qui se passent. Et en fait, la plupart des citoyens, on les a pas vraiment consultés sur ce sujet-là. Il peut y avoir un rejet total, et on sait que l'Europe est quand même assez contestée, surtout sur ces décisions qui viennent d'en haut et qui impactent notre quotidien.
Moi, je me fais un peu de soucis pour ce projet. On en reparlera évidemment en 2026. On verra ce que ça donne en fonction des annonces. Vous vouliez revenir aussi sur les annonces depuis le mois de septembre, Alexandre, dans l'univers des cryptos qui font avancer le sujet. Oui, bah en fait, ça a été un peu traité, mais c'est dans la droite lignée de ce qu'on vient de dire juste avant. Un mot, effectivement, déjà pour confirmer mon opinion sur le sujet, c'est que je pense que, on disait tout à l'heure, l'Europe a choisi de se diriger vers l'euro numérique de détail. Je ne pense pas. Je pense que la réalité un peu plus brutale, entre guillemets, c'est que Christine Lagarde a décidé d'avancer vers l'euro numérique de détail. Et je ne sais pas, comme Grégory l'a dit, si elle a réuni un consensus autour d'elle suffisant, ni qu'elle a consulté les citoyens, ni que le Parlement européen, pour l'instant, se soit prononcé sur le sujet. En revanche, j'allais dire, peut-être en contraposé, l'espoir, c'est que éventuellement, au fur et à mesure d'une poussée pour mettre en place quasiment au forceps cet euro numérique, peut-être qu'on arrivera à avoir un débat en Europe sur, de manière générale, la vie privée, la réglementation financière, son caractère invasif dans la vie des gens. Ça, j'allais dire, ce serait une externalité positive de ce débat-là. Mais en parallèle, effectivement, pendant que nous, on débat depuis maintenant quasiment 5 ans de l'euro numérique et qu'il a été encore repoussé, si jamais il devait voir le jour quasiment à la fin de la décennie, alors autant dire qu'au moment où il verra le jour, s'il voit le jour, on aura déjà du stablecoin dollar partout, donc je ne suis pas convaincu de son utilité. Oui, parce que juste pour préciser, c'est pas avant 2029 Non, c'est ça. que les citoyens l'utiliseront. Et il se sera passé beaucoup de choses. Oui. En parallèle de ces débats interminables, on a effectivement les banques centrales et fonds souverains, Hubert en a dit 2 mots, qui en fait, eux, disent moi, je fais ma route de mon côté. Pour le Luxembourg, on l'a vu depuis 7 ans, effectivement, c'est le fonds souverain qui maintenant dit j'en mets dans mon portefeuille. On a même vu une scène qui était, on aurait pensé absurde il y a un an, le ministre des Finances du Luxembourg qui va à une conférence Bitcoin pour dire Luxembourg, hodl, nous on reste là pour le long terme, où est-ce qu'on est? Donc il y a eu ensuite la Banque centrale de Tchéquie qui a dit clairement nous on va mettre du Bitcoin dans nos réserves. La Deutsche Bank a dit à la BCE en fait vous voulez peut-être pas, mais je pense que d'ici la fin de la décennie vous aurez du Bitcoin dans vos réserves. Donc en fait il y a le monde qui bouge et ça donne la sensation que la BCE est un peu en train de subir un syndrome de forteresse assiégée. Avec non mais je vous jure on va sortir notre euro numérique. Alors personne n'en a envie, parce que personne n'en a envie, les banques n'en ont pas envie, ça va les flinguer entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a ce côté fuite vers une monnaie de bonne qualité, donc potentiel risque systémique sur la stabilité financière. Les citoyens n'en ont pas envie, le personnel politique n'a pas été consulté. Les citoyens surtout ne voient pas ce que ça va leur apporter de donc, plus. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est que pour l'instant, à part en haut de la BCE, on n'a pas tout à fait compris qui a intérêt à ce que cette chose sorte. Je rappelle que le seul comparatif qu'on a aujourd'hui, c'est la Chine, ou le Nigeria qui s'est effondré, encore pire. Donc moi, ce n'est pas les modèles de société vers lesquels je veux aller. Et je pense que à chaque fois que Christine Lagarde réinsiste en disant nous sommes en retard sur la Chine, sans le savoir, elle est en train d'envoyer un message qui est extrêmement anxiogène par rapport à son projet de société qu'elle met derrière l'euro numérique. Allez, il nous reste 3 minutes pour se tourner vers 2026. Comment vous voyez l'année? Qu'est-ce qui, d'après vous, va changer? On sort un peu la boule de cristal, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous voyez arriver en 2026, Hubert de Vauplane, sur ce secteur? Alors, la fin de l'année 2025 a montré un appétit gargantuesque, en quelque sorte, de la part des banques et institutions financières américaines sur le sujet. Je pense que l'année 2026 sera le repas gargantuesque de ces mêmes institutions américaines sur les cryptos en général, que ce soit des stablecoins ou autres cryptos. Ça passera par la multiplication de fonds investis directement ou indirectement sous forme de TF ou autres sur les cryptos. Ça passera par une accélération de la tokenisation. Ça passera par l'émission par ces banques, soit de ce qu'on appelle de deposit token, soit de stablecoin, tout seul ou en consortium. Et voilà, donc pourquoi j'ai dit gargantuesque? Parce que la puissance de feu de ces établissements est quand même redoutable. Et là-dessus, on attendra avec impatience les réponses européennes. Grégory. Moi, j'aimerais parler des Bitcoin Treasuries Company, donc ces entreprises dont le seul but presque est d'accumuler un maximum de Bitcoin dans leur bilan. On a vu ce phénomène largement émerger cette année. Il y a eu énormément d'initiatives, sauf que en fait, quand les cours se retournent, ça peut créer des drames. Des drames financiers, on le rappelle, personne n'est mort. Mais en 2026, c'est très possible que certaines de ces entreprises mettent la clé sous la porte et en fait, du coup, se retrouvent obligées de vendre ces bitcoins en masse. Moi, j'aimerais bien voir comment le cours du bitcoin va encaisser ça. Et une dernière chose, je pense que de plus en plus de fintech
vont adopter la finance décentralisée, des protocoles de prêt comme Morpho, en fait, pour procurer du rendement supérieur en fait, à ce qu'on a l'habitude de voir dans la finance traditionnelle. Donc j'ai hâte de voir ça auprès des fintechs les plus innovantes qu'on peut trouver en Europe. Alexandre, il vous reste 50 secondes. 50 secondes. Je pense que mon opinion dépendra fortement de facteurs macroéconomiques, parce qu'en fait, notamment pour Bitcoin, parce qu'évidemment, les développements technologiques sous-jacents vont continuer. Mais pour Bitcoin, je pense qu'on va vers un environnement de baisse des taux, donc d'une certaine façon de retour de l'argent magique. Et puis, on va aussi vers un sujet qu'on voit de façon assez épineuse en France, qui est le sujet des finances publiques, de la dette. Je pense que les Américains ont le même problème, puisque maintenant, tous les ans, ils ont la discussion du shutdown, etc. Et donc, en fait, si on va vers cet environnement macroéconomique, je pense qu'on va aller probablement aussi vers une accélération de ce qu'on a vu cette année. Donc, si les fonds souverains, les banques centrales, etc., y vont, les politiques aussi, en période de taux élevés et alors que ces débats sur les finances publiques ne sont pas réglés, si ça s'accélère, je pense que de facto, en face aussi, ça va s'accélérer du point de vue de l'adoption. C'était le best-of de l'année crypto 2025. Merci messieurs, Hubert de Vauplan, associé chez Morgan Lewis, Alexandre Stashchenko, directeur de la stratégie chez Bitstack et Grégory Raymond, cofondateur de The Big Whale. Très bonne journée sur BFM Business. Émission spéciale l'année crypto sur BFM Business.